Bonsoir chers amis de l'Oasis, je vous souhaite la cordiale bienvenue depuis mon atelier laboratoire, cet endroit où, comme cela, progressivement, à la force des mots, avec les briques de mots, nous avons construit cette oasis, nous l'avons labouré, nous avons des brebis, nous avons des chamelles qui galopent, qui s'en vont comme cela par les terres, nous avons l'eau qui coule dans les sillons, et puis nous avons la menthe, le thym, le basilic qui pousse. Et oui, chers amis de l'Oasis, notre endroit de recueillement, notre endroit de récréation est devenu quelque chose de plus en plus agréable à vivre. Alors, si vous me permettez, avant d'attaquer sur la critique sadienne euh, de la fête des masques de Samy Tchak, dans la critique, attendez, il faut, voilà, quelque chose comme ça, voilà, la critique sadienne de la fête des masques de Samy Tchak. Avant d'entamer, ben laissez-moi déjà vous dire ceci. Laissez-moi déjà vous dire que dans ce désert monde, il y a une personne, il y a un grand poète qui, comme cela, avant les autres, on va dire, avait compris les signes annonciateurs des temps. Alors, comme cela, pour lui rendre un hommage, pour ouvrir notre discussion autour de la fête des masques de Samy Tchak, rendons un hommage au grand poète Saïd Baoudine Majrou, le voyageur de minuit. Ben, je profite déjà pour souhaiter la bienvenue à la section togolaise qui s'étoffe de plus en plus. Nous avons quelque part là-bas Monsieur Kani Alem qui se tient caché derrière son ordinateur. Et puis, il y a Empereur Baba Konseti jusqu'à l'aube qui nous rejoint aussi. Je vous souhaite la cordiale bienvenue. Je ne sais pas si vous êtes à Lomé là-bas, ben, bien le bonsoir de votre côté là-bas. Donc laissez-moi comme cela juste donner quelques petits mots de Saïd Baoudine avant d'attaquer par notre sujet. Si on y allait droit peut-être, y trouverait-on la droite issue pour en sortir. Mais les vivants n'y vont pas droit. Ils n'aiment guère aller ainsi et cherchent à l'éviter, et cherchent les voies qui se détournent, les chemins tortueux. Ils créent et ils se créent leur propre labyrinthe. Ils tournent et se perdent, ils deviennent leur choix, ils résident en permanence chez eux au mégapole de l'enfer. Voilà Saïd Baoudine Majrou, on va dire l'un des grands inspirateurs de l'Oasis, à qui comme cela j'aimerais rendre un hommage ce soir avant d'entamer la lecture, la critique sadienne de la fête des masques de Samy Tchak. Voilà donc chers amis de l'Oasis, juste comme cela pour vous rappeler que vous avez la possibilité à tout moment de pouvoir intervenir, de pouvoir poser des questions, que ce soit que vous ayez lu ou que vous n'ayez pas lu, inspiré de donc des mots que je vais voilà donc des propos que je vais tenir. S'il y a besoin d'une explication, besoin d'une compréhension plus grande, besoin d'avoir plus de détails, ben n'hésitez pas à intervenir à tout moment et puis ben, toutes les questions sont bienvenues. Comme on dit dans l'Oasis, lieu de recueillement, il n'y a pas de questions bêtes. Voilà. Donc, si vous vous souvenez, chers amis, il y a quelques temps de cela, on va dire peut-être quelques mois, hein, donc nous avions fait une lecture, comme cela, nous avions fait une lecture des 120 jours de Sodome, hein, les 120 jours de Sodome du marquis de Sade. Et donc sur la lecture que nous avions fait des 120 jours de Sodome, il y avait comme ça des grandes idées qui s'étaient dégagées. Hein. Et c'est par rapport à ces idées-là donc que je voudrais ce soir faire la lecture de la fête des masques de Samy Tchak. Voilà, la fête des masques de Samy Tchak. Donc vous avez là la couverture et puis la quatrième de couverture. Donc qu'est-ce qu'il nous disait en fait le marquis de Sade? Dans le marquis de Sade, en fait, il nous disait que le monde doit être le lieu où l'inconscient s'exprime sans aucune entrave.
en gros. Donc le monde doit être, ah ben salut José, je te souhaite la cordiale bienvenue dans notre oasis, je souhaite que tu tires des sources de recueillement de ce lieu de joie et puis de réflexion comme cela que nous avons créé. Et tu peux intervenir à tout moment si tu as des questions ayant lu ou pas la fête des masses de Samitiak. Donc, qu'est-ce qu'il nous disait en fait donc, le marquis de Sade dans les 120 jours de Sodome? En fait, il nous disait, voilà, dans le monde, c'est le lieu où dans le monde idéalement, voilà, donc sa description du monde, c'est le lieu où l'inconscient s'exprime. Donc il nous présentait en fait l'inconscient de l'être humain au travers de la sexualité. Donc la sexualité devenait la manifestation de l'inconscient humain. Et en gros, plus l'individu est libre, plus il va pouvoir donc exprimer son inconscient au travers de sa sexualité. Donc tout ce qui pouvait apparaître donc comme débridation totale, qui pouvait apparaître comme absence de morale et puis ainsi de suite de limites, qui pourrait même s'apparenter à des violences sur les individus, pour lui simplement c'était l'expression ultime de la liberté. Et l'autre chose aussi comme ça qu'il introduisait, c'était la discrimination. C'était de dire en fait que dans un monde pareil où ceux qui sont libres, donc qui expriment leur inconscient dans sa totalité sont donc ceux qui peuvent exprimer leur inconscient dans la totalité, bien sûr, ce genre de prérogatives ne peuvent pas être accordées à tout le monde. Donc, elles ne peuvent être accordées qu'à un petit nombre de personnes. Et donc, il introduisait comme ça cette idée qu'une société, en fait, ne peut être régie que par la domination d'une classe sur l'autre. Donc, en gros, il y aura une classe de pouvoir qui, avec l'argent, par exemple, pourra donc, elle, accéder à voilà, donc pourra en fait donc accéder à la domination finalement des classes subalternes et puis à un haut degré de liberté. Donc pour lui, c'était le seul moyen par lequel la liberté est possible. Voilà. Donc c'était un peu comme ça les figures en gros, donc on va dire la grande thèse comme cela que nous avons dégagée donc de la lecture des 120 jours de Sodome. Et c'est en fait cette grille-là que nous allons appliquer à la fête des masques de Samitiak pour en fait montrer comment est-ce que dans ce donc dans ce roman, toute la structure, on va dire un peu comment c'est ça, je vais pas utiliser de termes très savants, mais on va dire tout le background, on va dire idéologique derrière le roman repose sur les 120 jours de Sodome, à mon avis, voilà. Donc c'est un peu ce qu'on va essayer de faire lors de cette émission. Et donc je rappelle encore, je souhaite la bienvenue à Lisala Pepele Mote Mayabamoto, je te souhaite la bienvenue à François Hervé aussi et puis à Protagoras Sophiste. Je vous souhaite la cordiale bienvenue et je vous rappelle que dans cette oasis, vous avez des brebis qui courent là-bas. Donc, si l'envie vous dit de vous désaltérer, n'hésitez pas à en attraper une et puis si vous voulez de boire le lait directement dans le pis. Et puis, si vous avez besoin de vous rafraîchir aussi, oui, il y a la source qui coule par là-bas. N'hésitez pas, vous prenez quelques calebasses et puis vous vous désaltérez. Voilà. Et bien sûr, à tout moment, vous pouvez toujours intervenir et puis poser des questions et puis entraîner la discussion avec des observations que vous aussi vous aurez faites au niveau de votre lecture. Voilà, donc le premier axe en fait que je vais prendre, ça sera on va dire le comportement des classes dirigeantes. Donc le comportement des classes dirigeantes. Donc en gros déjà essayer peut-être de situer. Donc c'est en fait quelque chose qui, voilà, c'est un pays qui s'appelle ce qui nous sert de pays. Voilà, donc ce qui nous sert de pays, on n'arrive pas peut-être clairement à identifier. C'est-à-dire que est-ce que ce pays, c'est-à-dire juste avec la localisation géographique, par exemple, le pays pourrait très bien se situer en Afrique, par exemple, ou bien il pourrait même se situer aussi en Amérique latine. Donc ça, on ne sait pas très bien, il n'y a pas d'indication claire. On a par contre les noms, mais même avec les noms, par exemple, c'est-à-dire des noms comme Antonio, des noms comme Carlos, Carla, Raoul, ainsi de suite, ça pourrait aussi être très bien des noms, par exemple, que l'on pourrait retrouver dans d'anciennes colonies espagnol, par exemple, donc en Guinée équatoriale, où il y a l'océan Atlantique, ça pourrait très bien être aussi le cadre de cet endroit. Mais bon, après quand même, quand on entre par exemple dans les références, c'est-à-dire que quand on entre dans les références, par exemple, bibliographiques qui sont fournies, les références bibliographiques, par exemple, vont aussi nous embrouiller énormément parce qu'on se retrouve dans un pays où la majorité des références, par exemple, sont de la littérature occidentale. Donc, qui laisse encore penser. On se disait, si c'était en Amérique du Sud, sûrement que les références auraient peut-être plus été sud-américaines. Bon, voilà.
Ça peut encore embrouiller, mais en gros, moi, pour trancher la question, j'ai regardé simplement qui dirige le pays. Et puis, je suis parti donc, de qui dirige le pays pour en fait trancher la localisation donc, de ce qui nous sert de pays et de dire, en gros, et puis de postuler que ça pouvait se situer à tel ou tel endroit. Donc, en gros, celui qui dirige le pays, c'est quelqu'un qui est appelé El Supremo, voilà, donc le suprême, quelque chose comme ça. Donc, le suprême qui doit être sûrement inspiré de ce fameux Moi le Suprême, hein, le roman de Roa, ça de Roa Bastos, je me souviens plus exactement du nom d'un écrivain sud-américain. Et puis il y a aussi comme cela des petits traits, on va dire, hein, de l'autône du patriarche, voilà, donc du dictateur de l'autône du patriarche. Donc pour moi, en fait, je suis parti directement donc, de l'idée que nous sommes dans une société sud-américaine, voilà, donc le roman se déroule en Amérique du Sud, et puis ce qui pourrait faire sens et puis qui pourrait se défendre. Donc le comportement finalement dans les classes dirigeantes, en fait, comment est-ce qu'on peut l'observer? Donc on observe en fait, donc c'est un pays qui est une dictature, hein, un pays qui est une dictature, ce qui nous sert de pays, c'est une dictature. Donc il y a un dictateur qui est au pouvoir depuis un grand nombre d'années, qui est apparemment très vieux, donc au moment où donc, la narration se produit. Et dans ce pays-là, en fait, ce qui caractérise en fait les classes dirigeantes, c'est finalement quoi? C'est la corruption. C'est-à-dire que c'est une classe dirigeante qui est très corrompue, qui se manifeste par son clientélisme, par la prévarication, et elle s'accapare de toutes les ressources du pays. Et il nargue en fait toutes les classes, on va dire, laborieuses ou bien les pauvres, ainsi de suite. Donc il y a vraiment cette grande délimitation avec une petite partie de la voilà quoi, de la classe, donc une petite partie, on va dire, de l'élite dirigeante qui s'accapare de toutes les richesses du pays et s'accaparant de toutes les richesses du pays mettent en fait donc la majorité de la population à leur botte en leur distribuant comme ça de temps en temps des petites prébendes, en leur distribuant des petits, on va dire, des petits cadeaux, voilà, pour un peu les distraire et puis ainsi de suite. Donc voilà à peu près ce qu'on peut noter comme comportement des classes dirigeantes. Et si on fait simplement le parallèle hein, avec les 120 jours de Sodome, on retrouve le même contexte derrière. Hein. C'est-à-dire qu'on se retrouve par exemple dans le contexte monarchique. Donc le contexte monarchique, on va dire, moi à mon avis, il n'y a pas de différence fondamentale entre ce qu'on pourrait appeler une dictature et puis une monarchie. Donc à savoir que dans les 120 jours de Sodome, on assistait en fait à quoi? On assistait à la fameuse, voilà, donc la fin de la monarchie de Louis XIV, donc où le pays est ruiné par les guerres et puis ainsi de suite. Et en gros, la classe dominante hein, dans les 120 jours de Sodome, finalement, elle s'est enrichie par quoi? Elle s'est enrichie par le vol, par la rapine, par les abus et puis ainsi de suite. Donc la structure, en fait, est la même derrière. C'est-à-dire qu'une société qui est totalement délabrée, qui est totalement délitée, dont les structures sont détruites, explosées, et où, en fait, la classe dirigeante survit, on va dire, pour peut-être simplifier, grâce au vol. Donc, structure totalement identique dans les 120 jours de Sodome et dans la fête des masques en ce qui concerne, on va dire, le comportement de la classe dirigeante. Et l'autre question, par exemple, aussi qui a été très intéressante, c'est que forcément, quand on met en fait aux prises donc une classe dirigeante de voleurs, hein, de voleurs, avec donc un petit peuple, en gros, de souffreteux, de malheureux, voilà, de personnes abusées, il y a toujours la question de l'ascension sociale qui se pose. C'est-à-dire que comment, en fait, est-ce que les individus, finalement, arrivent à passer d'une classe sociale à l'autre et puis, est-ce que c'est même possible? C'est-à-dire que comment est-ce que c'est possible? Par exemple, et c'est là où encore l'identification donc entre les 120 jours de Sodome et puis la fête des masques, elle est très intéressante. Et puis, on va dire que ça se calque, hein, voilà, que la fête des masques se calque clairement sur les 120 jours de Sodome. Donc, qu'est-ce que, par exemple, on avait noté dans les 120 jours de Sodome? On avait noté, en fait, que pour l'ascension sociale, donc, ce qui est quand même, voilà, on se sera attendu à ce que, par exemple, dans une société de type monarchique, l'ascension sociale se fasse par la naissance, par exemple. Mais là, ce n'est pas véritablement comme ça que ça se produit, ou alors ce n'est pas uniquement comme ça que ça se produit. Il y a aussi l'ascension sociale par la prostitution. C'est-à-dire que par la prostitution, par le vol, par les trafics, et puis ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire que par tout ce qu'on peut appeler une économie noire. Dans cette économie noire, en fait, là, ou alors ou noire ou grise, enfin, je sais pas, disons, illégale, on va dire, hein, et même totalement immorale ou amorale pour ceux qui seraient choqués par le thème,
c'est cette économie donc noire qui en fait permet à certaines personnes d'avoir accès à des richesses, à des places dans la société qu'elles n'auraient pas pu avoir autrement. Et donc c'est ce qu'on observe par exemple avec tout le réseau donc des maquerelles, hein, par exemple dans donc dans les 120 jours de Sodome par exemple, et puis forcément aussi avec tous les trafiquants, c'est-à-dire que tous les rabatteurs par exemple qui vont kidnapper des jeunes filles puis les mettre à la disposition de personnes aisées pour leurs besoins de lubricité. Et on assiste à la même chose aussi là dans les 120 jours de Sodome, notamment avec le personnage de Carla, par exemple. Donc le personnage de Carla, ben, elle en fait réussit son ascension sociale simplement grâce à son corps. Hein. Donc c'est pas la prostitution qui réussit son ascension sociale. On voit aussi par exemple la même chose avec Alberta, même si elle n'arrive pas à atteindre une certaine ascension sociale. Et on retrouve même encore le même comportement avec les Mona aussi. Donc les Mona, donc, où les, les, le moyen finalement de pouvoir passer de la classe des dominés à la classe des dominants n'est que par la vente du corps. C'est-à-dire que le corps finalement devient la monnaie d'échange. Voilà, c'est-à-dire que je me laisse abuser et en récompense des abus qui sont exercés contre moi, je vais donc pouvoir avoir accès à certains avantages qui seront monnayables en termes voilà, donc qui seront monnayables. Voilà. Et donc c'est la même, donc le même type de rapport aussi, on le note comme cela entre comment est-ce que on passe d'un statut de pauvreté à un statut, on va dire, d'aisance qui est, on va dire, la même structure hein, entre les 120 jours de Sodome et puis aussi la fête des Masons, qui a vraiment une sorte de similarité très très forte entre les deux livres. L'autre aspect, encore très intéressant, et c'est ça voilà, qui commence déjà à rendre un peu la discussion, à rendre la discussion intéressante. Donc je vous invite comme ça, si vous avez fait des observations similaires ou bien contraires, à les partager pour que cela puisse créer justement un moment donc de débat ou bien de discussion. Et c'est en fait la question, par exemple, de l'opinion et puis des comportements. C'est-à-dire que il y a toujours cette question, on va dire, fondamentale qui se pose toujours. C'est-à-dire que est-ce que, par exemple, les opinions ou alors les comportements que les individus ont sont des choses qui dépendent des valeurs qu'ils ont. C'est-à-dire que j'agis de telle manière, excusez-moi, je vais juste enlever ça, voilà. C'est-à-dire, en fait, on va dire, j'agis de telle manière parce que j'ai telle ou telle valeur, et puis ce sont des valeurs qui me viennent de mon éducation, ce sont des valeurs qui me viennent de mes propres expériences, de mes propres apprentissages, par exemple. Donc ça, c'est l'une des premières, on va dire, l'une des premières manières de voir la chose. Et on va dire, et puis peut-être ce que je peux aussi rajouter, c'est que la plupart des gens définissent en fait leur comportement ou bien leur opinion de cette manière. C'est-à-dire que je pense comme ceci, j'agis comme cela parce que j'ai été éduqué comme cela, ou alors simplement parce que au travers de mon expérience, j'ai appris que c'était la meilleure manière de faire les choses. Et puis il y a aussi une autre maintenant vision, on va dire un peu plus réaliste comme ça, qui va en fait dire ceci, qui va en fait dire que le comportement des individus finalement change en fonction de leur position sociale. C'est-à-dire que si une même personne, vous la mettez dans une classe par exemple de dominés, de pauvres, elle va agir de telle manière. Si la même personne, vous la prenez et puis vous la hissez donc dans la hiérarchie sociale, son comportement change et cette personne agira d'une autre manière. Et ça, par exemple, c'est ce qu'on a observé donc, au niveau des 120 jours de Sodome, mais avec les maquerelles, par exemple. C'est-à-dire que les maquerelles, donc, elles qui réussissent leur ascension sociale, par exemple, c'est-à-dire qu'elles qui ont finalement connu la pauvreté, la dureté hein, de la vie dans les classes, on va dire, inférieures ou bien dans les classes dominées, mais dès qu'elles obtiennent donc des positions, on va dire, un peu plus aisées donc, dans la société, elles appliquent les mêmes règles vis-à-vis des filles qui travaillent pour elles. Donc la structure finalement, donc elles changent de position et elles agissent comme les dominants préalablement agissaient envers elles. Et on observe la même chose aussi qui se reproduit au niveau de la fête des masques. C'est-à-dire que quand on regarde par exemple Raoul, par exemple, donc Raoul, donc, qui est le père de Carlos, le personnage principal. Donc Raoul, c'est le comportement typique. C'est-à-dire que Raoul, donc il est né, on a, donc comme
l'auteur dit, il est né dans la boue, c'est-à-dire qu'il est né dans la pauvreté la plus totale, quoi. Donc plus bas que terre, c'est vraiment mais la misère totale. Et donc grâce au corps de sa fille, grâce à cette fabuleuse monnaie d'échange là, il arrive à accéder à un niveau d'aisance, à un niveau, on va dire, de relation avec des personnes puissantes dans la société. Et lui-même, il devient même puissant parce qu'à certains moments, on nous laisse même comprendre que Raoul se prend un peu comme pour le suprême du quartier, c'est-à-dire que pour le président, hein, le président du quartier, quoi, c'est lui qui a tous les pouvoirs. Donc, Raoul, c'est vraiment le comportement typique, c'est-à-dire que qui intervient à ce niveau. Il y a un autre encore, c'est Lemona. Donc Lemona, c'est cette fameuse voisine qui finalement va devenir la maîtresse et puis même la femme de Raoul. Voilà, donc c'est aussi le cas typique, c'est-à-dire que elle qui était très pauvre, par exemple, qui était très pauvre et qui, une fois comme ça, il a eu son chien qui a été donc écrasé par Raoul et Raoul lui a demandé, ben, tu dois laver ma voiture, quoi. Donc il exerce vraiment ce pouvoir de domination, de brimade que le puissant peut avoir par rapport au faible. Et ce qui se produit, donc, c'est finalement Carla, en fait, donc la fille de Raoul, qui, essayant de régler le problème, réussit à la faire inviter au palais du Suprême, hein, donc au palais du Suprême, qui est au bord de l'océan Atlantique, là-bas, le Chorero, quelque chose comme ça. Et en fait, qu'est-ce qui se passe chez elle? C'est que quand elle revient de là, donc grâce à l'aura, on va dire, hein, j'ai serré la main du président du Suprême, et puis ainsi de suite, elle se met donc derrière à organiser une sorte de réseau comment dire ça, d'abus, hein. Donc elle se met à abuser des gens, par exemple en leur promettant, ben, je peux faciliter l'emploi de vos enfants, je peux aider quelqu'un à avoir son permis de conduire, je peux aider quelqu'un à régler tel ou tel problème contre de l'argent, bien sûr. Et elle menace même, par exemple, ses créanciers aussi de la même manière. Donc la même structure se reproduit, donc ce qui finalement vise donc à mettre en exergue quoi, vise en fait à mettre en exergue que finalement, mais en effet, c'est totalement, hein, c'est les mots là, c'est l'hommage à Ken Saro-Ryu, en effet. C'est bien ça. Je ne peux que confirmer ce que tu dis, Kanyale. Et qu'est-ce qu'en fait, finalement, donc tout cela met en exergue, hein? Ça met simplement en exergue que la morale, finalement, c'est quelque chose qui est modulable. C'est-à-dire que ça change en fonction de la position que l'on occupe dans la société. Donc, comme quoi, il y a la question de la matérialité. C'est-à-dire que la morale n'est pas seulement dépendante ou alors n'est même pas du tout, parce que quand je dis même seulement, je suis un peu en train de féminiser, elle n'est même pas du tout dépendante de ce qu'on pourrait appeler l'éducation, de ce qu'on pourrait appeler, comment dire ça, les propres enseignements, par exemple, que l'on tire de la vie. Non, c'est juste une question de position, que on te change de position sociale, tu changes de morale, tu changes de manière de voir la vie, tu changes simplement de manière de te comporter. C'est-à-dire que celui qui, au départ, était dominé, si on le met dans une position dominante, ou alors dans une position disons, hiérarchique, il va dominer comme il se faisait dominer préalablement. Donc là, à ce niveau-là, finalement, c'est la place que les individus occupent dans la société qui va déterminer les comportements qu'ils auront, plus ou moins, on va dire comment ça, plus ou moins généreux, plus ou moins ouvert et puis plus ou moins égalitaire. Voilà. Donc, la même chose, comme cela se reproduit donc entre les 120 jours de Sodome et puis la fête des masques. Voilà. Et un autre aspect, voilà, donc qui est forcément, hein, c'est-à-dire que, comme je le disais déjà au préalable, c'est-à-dire que le roman finalement, en fait, c'est quoi? Parce que c'est la grande question aussi, c'est que le roman, c'est quoi? C'est que le roman finalement, donc pour Sade par exemple, c'est que le roman, c'est l'endroit où le fantasme doit trouver sa réalisation. C'est-à-dire que c'est le lieu où le fantasme va trouver sa réalisation. Donc on peut percevoir aussi hein, le roman comme ça. C'est-à-dire que c'est le lieu où en fait le fantasme ou peut-être l'imaginaire va pouvoir s'exprimer mais de la manière la plus totale sans ne plus faire attention par exemple à qu'est-ce qui pourrait choquer ou bien sans ne plus faire attention à qu'est-ce qui pourrait déranger, ennuyer et puis ainsi de suite. Et donc là, cas typique aussi, donc
Ou je pense que ceux qui ont une lecture, par exemple, on va dire sommaire, hein, une lecture comme ça primaire des 120 jours de Sodome, ben, je pense que le premier sentiment, c'est on est choqué. Hein, voilà, c'est vraiment, on est d'abord choqué. Et c'est vraiment après la réflexion qu'on se met à peu près à décanter les choses. Mais le premier sentiment, c'est d'être choqué. Et c'est la même chose hein, qui se produit avec, avec la fête des masques. Hein. C'est-à-dire que l'auteur n'y va pas par des pincettes, donc il nous décrit des scènes. Hein, des scènes, on va dire, d'une grande bizarrerie. Ici, je veux juste utiliser un terme un peu comme cela, euphémique. Hein. C'est-à-dire, il nous parle de scènes du style de l'homosexualité, il nous parle de la polygamie, il nous parle de la nécrophilie, de la scatologie, de la pédophilie, de l'inceste, de l'infidélité. Voilà, donc c'est-à-dire que si il y a tout un florilège, hein, on va dire comme ça, de comportement. Donc, c'est vrai, c'est véritablement de dire, oui, je pense qu'il s'inscrit aussi comme cela dans cette même démarche sadienne qui est de dire que le roman, c'est le lieu où le fantasme doit se réaliser. C'est-à-dire que si finalement, il ne pourrait pas se réaliser dans la vie même, ben, il faudrait qu'il se réalise quelque part. C'est-à-dire que, par exemple, le désir de tuer, par exemple. C'est-à-dire que le désir de tuer, donc, qui se manifeste aussi au niveau donc, de la fête des masques, ben, c'est finalement, on va dire, c'est un fantasme, mais très sophistiqué. Voilà, donc, et qui va aussi, et qui doit aussi, quelque part, trouver son expression. Voilà. Donc, le roman, finalement, donc, que ce soit chez Sade ou bien que ce soit dans La Fête des Masques, on observe que c'est le lieu où le fantasme doit pouvoir se réaliser, où finalement la morale ne peut pas arrêter les individus. C'est qu'il y a vraiment comme ça, on va dire, c'est comme si c'était une sorte d'idée que la fatalité, hein, voilà, je pense qu'il faut vraiment aller sur des termes comme ça, c'est des visions du style fatalité, destin par exemple, où la fatalité, le destin sont tellement forts ont un poids ou bien voilà ont un poids, une influence tellement forte sur les individus que ce qui doit arriver va arriver et que la morale elle-même n'est finalement que comme va dire que comme une sorte de petite cabane comme ça avec je sais pas une petite cabane en tôle par exemple récupérée et qui dès le premier coup de vent ou bien dès la première bourrasque ben voilà est emportée et puis ben on n'en parle plus voilà donc il y a comme cela des forces, hein, donc notamment dans ces fameuses forces de l'inconscient. C'est-à-dire que les forces de l'inconscient sont tellement puissantes, sont tellement déterminantes, impossibles à arrêter, que le roman, en fait, relate cela finalement. C'est-à-dire que le roman montre comment est-ce que les individus sont dépassés par leur inconscient et arrivent à produire quelque chose qui, au final, peut être qualifié d'inhumain ou bien d'inacceptable ou bien d'antisocial finalement, qui se met carrément la société à dos, donc en créant ces sentiments de choc et puis ainsi de suite. Donc c'est encore comme cela un autre aspect. Et l'autre élément, par exemple, qui se détermine, en fait, qui, comment je vais dire ça, qui aussi on va dire, qui crée ce rapprochement, hein, donc qui va créer ce rapprochement, par exemple, entre les 120 jours de Sodome et puis la fête des masses de Samichak, c'est l'idée, par exemple, de la liberté elle-même. C'est-à-dire que c'est l'idée de la liberté. Bon, on est bien d'accord que, par exemple, dans les 120 jours de Sodome, ben, la liberté, c'est une affaire d'hommes. Hein. C'est-à-dire que la liberté, ça ne concerne pas les femmes. Voilà. Donc, la liberté, ce sont les hommes, et ce sont les hommes qui ont la possibilité de dominer les femmes. Et pour lui, ça se tient très bien, c'est-à-dire que c'est une question, ils sont mieux dotés par la nature pour pouvoir exercer cette domination, et puis que ce soit en termes physiques, que ce soit en termes intellectuels, voilà, donc c'est totalement normal que ce soit finalement les hommes qui dominent les femmes. Donc, c'est clair à ce niveau-là. C'est-à-dire que même en fait une femme finalement qui serait la femme d'un dominant, elle-même elle est dominée. Voilà. Donc la domination finalement c'est une affaire d'hommes. Ça passe par les hommes et c'est en fait et puis ce sont les hommes qui utilisent les corps des femmes et puis des autres à leur pour leurs besoins, pour leur satisfaction. Donc en gros, c'est ça finalement. Donc si on veut peut-être simplifier ça, la liberté chez le marquis de Sade, c'est l'homme qui use et abuse des corps des autres, en gros. Et ce qu'on observe en fait chez Sabichak, c'est que cette idée, elle est reprise aussi.
C'est-à-dire que cette idée, elle est reprise. Par exemple, quand on prend toutes les classes dirigeantes, par exemple, quand on prend même ne serait-ce que Carlos, hein, c'est-à-dire que Carlos est la victime vraiment, donc qui est le héros hein, donc, du roman. Carlos, c'est vraiment l'exemple typique. C'est-à-dire que avec cette scène fondatrice, là, hein, cette fameuse fête qui est donnée comme cela dans le palais du suprême, dans le palais de son excellence, et cette fameuse scène hein, qui au final débouche sur quoi? Qui en fait au final, donc Carlos en gros, il est maquillé en femme, voilà, il est maquillé en femme par sa sœur. Donc, et on va revenir aussi sur sa sœur, hein, comme une figure de la liberté aussi, donc comme aussi une sorte de dépassement finalement de l'univers sadien au niveau de Sami Chak. Alors, il est maquillé, il est habillé en femme par sa sœur, et au final, il prend du plaisir à être une femme finalement. Donc il prend du plaisir à être une femme et il montre comme cela que la frontière finalement entre la masculinité et la féminité, dans la frontière des genres, n'est pas aussi simple que cela. Par exemple, on reviendra aussi sur la question de la frontière des genres par la suite pour montrer le parallélisme avec les 120 jours de Sodome. Mais euh, donc voilà, donc il prend vraiment du plaisir à être une femme aussi, voilà. Et pendant donc la cérémonie de cette fête là, donc pendant cette fête chez le suprême, en gros, sans le savoir, il sera poussé dans les bras donc, du capitaine Gustavo, qui est le bras droit du suprême, l'homme le plus beau du pays. Toutes les femmes gardent une photo de lui dans leur dessous. Voilà, quoi. Il fait fantasmer tout le monde. C'est vraiment la beauté incarnée. Il est intelligent, il est poète. Quand il ouvre la bouche, c'est que pour dire des magnifiques choses. Mais en même temps aussi, on le soupçonne de tuer beaucoup de gens, donc de tuer des gens aussi. Mais euh, il est poète, voilà. Et puis il est beau, et puis il arrive à sublimer tout cela. Il est fort aussi, voilà. Donc il y a tout cela qui passe. Et au final, il se rend en fait compte de quoi? Et c'est vraiment là où tout le trouble de Carlos commence, c'est qu'il se rend en fait compte qu'il a été manipulé. C'est-à-dire qu'il a été manipulé par sa sœur et que c'est expressément donc une sorte de jeu comme cela pour faire monter sa libido, parce qu'elle voulait faire l'amour avec Gustavo, que c'est pour faire monter sa libido, leur libido en gros, que elle l'a maquillé en femme. Voilà, donc qu'elle a maquillé Carlos en femme. Donc, l'idée finalement, donc, que liberté, satisfaction de la pulsion, donc ça, euh, Carlos, ben, il est l'une des victimes, hein, donc du côté de sa sœur, par exemple. Si on prend, par exemple, donc toutes les classes dirigeantes, ben, c'est en fait ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils usent et abusent des corps des autres, ils mettent en place un ensemble de scénarios pour pouvoir utiliser les autres corps. Ils ont des maîtresses, ils ont une vie débridée, voilà, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai, donc c'est véritablement un peu l'univers sadien, quoi. C'est-à-dire que plus on possède, plus on a des moyens, et puis ben, plus on est libre dans le sens vraiment en fait ce qui se produit là au niveau donc de la classe dirigeante au niveau de chez donc dans la fête des masques. Donc ça c'est le premier aspect. Donc où vraiment c'est ceux qui arrivent à exprimer leurs pulsions et ceux forcément qui sont dans les classes inférieures, ben, ils n'y arrivent pas. Ils sont vraiment les victimes des dirigeants. Voilà. Et l'autre aspect maintenant, et c'est là où finalement il y a une sorte de dépassement par rapport à ça, c'est bon, c'est quand même la figure de Carla. C'est-à-dire que la figure de Carla, on ne peut vraiment... C'est que même si c'est une figure, par exemple, donc qui s'élève hein, quelque part par la prostitution, qui s'élève par les charmes, elle vend son corps d'une certaine manière, et puis elle vend cher son corps. Elle a une idée très forte d'elle-même, une très grande personnalité qui, comme cela, lui permet d'être, comment dire ça, très attractive, voilà, quoi, très sollicitée, très enviée par les hommes. Donc, au niveau de, voilà, donc de cas là, c'est vraiment une figure de la liberté, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment une figure de la liberté, et qui en fait n'aime même pas. Et c'est peut-être là où ça ouvre encore toute la question du genre, par exemple. C'est-à-dire que la manière, par exemple, dont Carla a d'être libre, on ne peut pas dire que elle est libre à la manière d'une femme. C'est-à-dire qu'on la voit libre comme un homme, finalement. C'est-à-dire qu'elle reproduit, finalement, les mêmes choses
qu'un homme produirait. C'est-à-dire que, par exemple, la scène qu'elle a faite par rapport à son frère, c'est le genre de scène qu'un homme ferait sans problème, quoi. C'est-à-dire qu'un homme, par exemple, en fait, on assiste un peu, hein, il y a souvent des scènes comme ça, de temps en temps, qui sont relatées dans les journaux. C'est un peu quel genre de figure? Ce sont, par exemple, le genre de figure du triolisme, par exemple. C'est-à-dire que ça peut, par exemple, intervenir dans le cas où on entend souvent, il y a un adolescent qui a dupé sa copine, qui l'a amené chez un ami, et puis à partir de là, ils se sont mis à lui faire des choses, et puis ainsi de suite. C'est-à-dire que c'est vraiment le même type, on va dire, de schéma qui est reproduit là. C'est-à-dire que sa manière, finalement, d'être libre, sa manière de laisser cours à sa pulsion, par exemple, c'est une manière très masculine. Par exemple, quand on regarde même, c'est-à-dire que le simple fait que Carla, par exemple, elle est changée, parce qu'avec les contacts qu'elle a pu développer dans la haute société, elle a changé radicalement le niveau de vie de sa famille. Et qu'est-ce que ça a eu comme conséquence, par exemple? Et c'est là où, qui rajoute encore dans le drame donc, de Carlos, la conséquence quand même de tout cela, c'est que elle a en quelque sorte émasculé son père. C'est-à-dire qu'elle a pris la place de l'homme dans la maison, Carla. Elle a pris la place de l'homme. Donc au point où son père n'avait plus d'autres moyens, d'autres voies, d'autres issues que de s'en prendre à son épouse et puis de la battre et puis de la bastonner. Et puis son épouse elle-même aussi, comprenant que son mari avait besoin de se sentir homme, tolérait et acceptait, il l'encourageait à la maltraiter encore plus en espérant que peut-être cela le calmerait dans ses frustrations de père de famille. Donc, la figure même, et c'est ce qui est peut-être intéressant, c'est finalement de se dire, mais est-ce que même une femme donc qui doit accéder à la liberté, est-ce qu'une femme qui veut être libre, finalement, peut être libre de manière féminine? Est-ce que ça c'est possible? Ou alors est-ce que une femme ne pourrait être libre qu'à la manière des hommes? Donc, ce qui ramène vraiment au thème, on va dire, un peu central, hein, donc la question du jar, qui est vraiment la question en gros centrale qui a été abordée au niveau donc, de la fête des masques, mais sur laquelle on reviendra par la suite. Voilà, donc finalement, la liberté, elle-même aussi, et c'est encore un peut-être constat comme cela que l'on tire, que ce soit chez Samy Tchak ou bien chez le marquis de Sade, c'est que la liberté n'est pas une question de jar. Hein? La crédibilité est une question de genre. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est femme qu'on peut être libre à la manière des femmes. C'est pas parce qu'on est homme qu'on est libre à la manière des hommes. Non, c'est-à-dire qu'il y a une manière d'être libre qui est la manière dont les hommes, finalement, en tout cas, si on se limite simplement dans le cadre qu'ils précisent comme cadre de la liberté, mais la manière d'être libre, en fait, c'est la manière dont les hommes, les dominants maintenant, dans ces univers-là, sont libres. C'est comme cela, il n'y a pas d'autre manière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que autre chose est possible, non. C'est-à-dire que celui qui veut ou celle qui voudra devenir libre dans cet univers-là devra être libre comme les hommes, puisque c'est juste une question d'antériorité, comme les hommes à ce moment-là sont libres. Point. Donc, ce qui quand même laisse beaucoup réfléchir sur la question du féminisme et puis ainsi de suite. Voilà. Et donc comme cela, pour entrer donc justement donc de plus en plus dans le vif du sujet, il y a la question du genre aussi, hein. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est homme, qu'est-ce qui est femme, qu'est-ce qui fait la différence entre un homme et une femme, est-ce qu'il y a une différence entre être un homme et être une femme, est-ce que être un homme ce n'est qu'être homme, est-ce qu'il y a un peu de femme dans l'homme, est-ce qu'il y a un peu de l'homme dans la femme, et puis ainsi de suite. Question qui est, on va dire, centrale, hein. En tout cas, ce qu'on a pu observer, par exemple, c'est que si je repars encore sur le marquis de Sade, par exemple, dans les 120 jours de Sodome, donc, ce qu'on a, par exemple, pu observer au niveau de la sexualité, parce que peut-être pour partie de la sexualité en se disant, bon, la sexualité, c'est peut-être la manière la plus libre possible de ces individus-là de marquer finalement qui ils sont. Donc, peut-être que si on observe leur sexualité, on pourrait être un peu plus renseigné sur qui ils sont, finalement. Donc, et peut-être regarder la question du genre par rapport à la manière dont ils expriment leur sexualité. Et par exemple, dans le marquis de Sade, bon, voilà, les choses sont relativement simples, hein, c'est-à-dire que les hommes jouent tous les rôles. Les hommes jouent le rôle d'homme, c'est-à-dire d'homme dans le sens classique, c'est eux qui font l'amour aux femmes, et ainsi de suite, ou à d'autres hommes, par exemple. Et ils jouent aussi le rôle de femme, c'est-à-dire qu'ils reprennent aussi un rôle beaucoup plus passif, et puis ainsi de suite. Donc,
qui voudrait en fait tendre à dire quoi? Qui voudrait en fait tendre à dire que euh, apparemment, et c'est l'idée en fait qu'on retrouve aussi au niveau de la fête des masques, c'est que l'identité n'est pas figée. C'est-à-dire que l'idée en fait derrière, c'est que euh, on n'est pas homme, on n'est pas femme, mais on a du masculin et du féminin en soi. Et que en gros, finalement, la question du genre, ce n'est que quelque chose vraiment de transitoire. C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose, on peut peut-être même s'apesantir dessus, on peut se limiter à ça si on veut, très bien, mais que c'est une question qui est dépassée, c'est que qui doit être dépassée. Et que pour que l'individu se réalise, en fait, il faudrait qu'il accepte la part de masculinité qu'il a en lui et la part de féminité qu'il a en lui. Et qu'il y a peut-être même pas une question de degré ou bien de pourcentage, mais c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il faut juste l'accepter et l'accepter notamment par la réalisation de ses fantasmes, donc en étant libre de cette manière-là. Donc, qu'est-ce qui va finalement faire l'homme? Qu'est-ce qui va faire la femme? C'est-à-dire que ce qui va faire l'homme, ce qui va faire la femme, c'est son acceptation, finalement, qu'il est traversé par des désirs, par des pulsions, par des fantasmes qui sont à la fois, on va dire, arrangés sous un côté ou alors sous un aspect masculin et à la fois sous un aspect féminin. Voilà, donc c'est ça en fait au final qui règle hein, de la même manière, donc que ce soit dans les 100 jours de Sodome ou bien dans la fête des marques, la question du genre. C'est-à-dire que homme, femme n'est finalement plus que, comment dire ça, une première séparation. C'est une séparation factice, quoi. Hein. C'est-à-dire que factice, c'est vraiment une séparation qui ne permet pas de voir les vrais enjeux qui sont en fait que l'identité, si peut-être je peux aller utiliser ce terme-là, que l'identité en fait des individus, elle est duale, voilà, qui a des tensions d'ordre, on va dire, d'ordre ou bien arrangées du côté du masculin et qui a des tensions arrangées du côté du féminin et que c'est en prenant en compte ces tensions-là et en vivant ces tensions, c'est-à-dire qu'en les réalisant finalement que on se libère et puis qu'on est libre. Donc, au niveau déjà, et on peut même encore pousser plus finement. Parce que moi, par exemple, en lisant et puis en essayant un peu de comprendre un peu ce qui a été mis en jeu, j'ai quand même été frappé par une chose qui est très intéressante. Hein. C'est-à-dire que donc, en gros, c'est même déjà quoi la fête des masques. Hein. C'est quoi? C'est-à-dire si on doit peut-être dire ce que c'est exactement. C'est-à-dire, la fête des masques, c'est euh, comment euh, l'argent détruit un individu. Si on peut, voilà, si on peut résumer comme ça, c'est-à-dire qu'il peut avoir cette lecture-là. Hein, c'est-à-dire comment l'argent, comment est-ce que l'ascension sociale détruit un individu, en gros. C'est-à-dire que Carlos, véritablement, donc, il est totalement détruit par cette ascension sociale-là qui, disons, sa famille hein, a vécu grâce au fait que Carla pouvait vendre ses charmes et puis récolter, on va dire, des bénéfices grâce à la vente de ses charmes. Donc c'est un peu ça qui est mis en place. C'est vraiment la destruction d'un individu des suites de l'ascension sociale de sa famille. Donc si on peut résumer comme cela, ça peut être une manière de lire la fête des masques. Alors, l'une des choses qu'on peut noter, par exemple, c'est quoi en fait? C'est que c'est cette famille-là elle-même. C'est-à-dire que c'est une famille, en gros, qui est une famille qui est classique. C'est-à-dire que donc, quand on prend la famille donc, de Carlos, la famille dans laquelle il est issu. Donc, c'est une famille qui est classique. C'est-à-dire que c'est une famille, en fait, donc il y a un père, Raoul, et une mère, Virginia. Les rapports, on va dire, traditionnels sont clairs. Hein. Virginia, elle est soumise à Raoul. Donc ça, c'est clair et net. Il y a un garçon et une fille, donc on ne sait pas finalement qui est l'aîné, mais on pense que c'est Carla. Enfin, il me semble que c'est Carla qui est l'aîné, mais je n'ai pas eu de confirmation plus que ça, mais il me semble que c'est ça. Voilà. Donc Carla est l'aîné, puis Carlos c'est le cadet. Donc famille classique, papa, maman, garçon, fille.
Et donc, comme on l'avait déjà dit précédemment, donc il y a cet élément en fait qui change totalement, c'est-à-dire que normalement dans une famille, c'est le père, hein, donc c'est dans la famille patriarcale, hein, on n'a pas vraiment la famille patriarcale, c'est le père qui assure la subsistance de la famille, et puis comme c'est lui qui assure la subsistance et puis la protection de la famille, ça entraîne donc tout un champ d'obligations par rapport aux enfants et puis à la femme envers lui. Hein. C'est lui qui va travailler, donc on le respecte, ne lui parle pas n'importe comment, et puis ainsi de suite. Voilà. Donc, sauf que ça, comme je disais tout à l'heure, c'est renversé par le fait que ce soit Carla, en fait, qui assure finalement l'essor de la famille. Il y a un aspect comme ça qui est très intéressant, c'est-à-dire que l'essor, en fait, de cette famille-là, ou bien sa prospérité, hein, on va dire relative, parce que quand même, elle continue à demeurer dans un quartier très pauvre, mais ils ont fait l'acquisition d'une villa. On peut même aussi se poser la question, mais pourquoi est-ce que finalement, étant devenus riches, parce qu'ils sont quand même devenus riches, ils n'ont pas changé d'endroit. Par exemple, pourquoi ils ne sont pas allés s'installer dans les quartiers huppés, mais ils ont préféré rester dans un endroit pauvre. Bon, voilà, c'est des étrangetés comme ça, malgré le fait que leur comportement, lui, il est changé. Ils sont quand même restés dans cet milieu de, donc de pauvreté. Et on avance donc maintenant en se demandant, euh, Carlos, donc le garçon, le cadet, on a Carla, la fille. Et si en fait on essaie de mettre maintenant ça en lien avec la question du genre, finalement on a quand même les deux aspects de la même pièce quelque part. C'est-à-dire qu'on a Carlos, l'aspect masculin, et on a Carla, l'aspect féminin. Et finalement, je suis parti, moi, en me disant que, puisque le thème, en fait, même du roman, quelque part, donc, il était de montrer comment est-ce que les choses sont brouillées de plus en plus. C'est que comment est-ce que les genres sont brouillés de plus en plus. Donc, comment est-ce que on n'arrive plus à déterminer, mais qu'est-ce qui est homme, qu'est-ce qui est femme, qu'est-ce qui est masculin, qu'est-ce qui est féminin. Tout ça est embrouillé. Ben, Carlos et Carla sont les deux faces de la même pièce finalement. C'est-à-dire que c'est une et une seule personne. Donc ce qui rend en fait finalement les choses encore plus complexes quelque part. C'est-à-dire que finalement on a comment je vais dire ça? On a en fait deux potentialités. Si tu peux utiliser un terme comme ça, c'est qu'on a en fait deux potentialités. Ouais? Donc deux potentialités. C'est-à-dire qu'on a en fait avec Carla la possibilité de se réaliser, donc, ou bien alors de réaliser le masculin. Donc, c'est la femme, en fait, finalement, donc c'est la figure, on va dire, c'est l'apparence féminine qui réalise le masculin. Parce que Carla, finalement, elle accomplit ce que normalement, dans une société patriarcale, un homme doit accomplir. Donc, la masculinité finalement est réalisée par une figure féminine. Et si on prend Carlos, par exemple, donc il a parmi une voix, voilà, il a une voix, voilà, surtout ça. Donc il a une voix de femme, il a une voix de femme déjà, voilà. Donc c'est un garçon, mais il a une voix de femme. L'autre chose, par exemple, aussi qui caractérise, par exemple, Carlos, ben, c'est qu'il a un petit sexe. Donc, comme quoi, en fait, et en comparaison avec son père, par exemple, et son père qui dit, ben moi, il n'y a aucune femme sur qui je suis passé qui peut dire qu'elle ne m'a pas senti. Hein. Donc, où on comprend que ben, lui, voilà, son père, lui, par contre, il a un sexe qui doit être relativement gros, hein, voilà, donc relativement proéminent comme ça. Et donc, Carlos, donc corps d'homme, mais avec les attributs, comment on veut dire ça, les attributs du masculin qui disparaissent quelque part. C'est que le sexe qui se réduit, donc qui s'amenuise, la voix même qui reste une voix féminine, c'est-à-dire qui n'a pas la voix rock, la voix grave d'un homme, ainsi de suite. Voilà. Et c'est en fait donc le corps homme, donc l'aspect, on va dire, donc homme, qui matérialise donc la féminité finalement. Donc qui va en fait matérialiser la féminité. Donc qui rend en fait la lecture encore, on va dire, donc, de ce roman beaucoup plus intéressant, beaucoup plus complexe. Voilà. Donc moi, je suis vraiment parti comme cela donc de cette hypothèse-là que, euh, en fait, parce que quand on analyse quand même aussi très bien, c'est-à-dire que il y a quelque chose, par exemple, au niveau de juste, comme par exemple, donc juste Carlos, ou bien même aussi Carla. C'est-à-dire que dans cette manière, on va dire, d'aller au bout de son fantasme. Hmm?
C'est-à-dire que maintenant, si on revient un peu peut-être sur des choses beaucoup plus concrètes, c'est que dans cette manière d'aller au bout de son fantasme, de ne pas pouvoir se fixer de limites, de ne pas pouvoir s'arrêter, par exemple, on peut, par exemple, même se poser les questions du style, est-ce que, par exemple, Carlos ne souffre pas d'un problème mental ou bien ainsi de suite, quoi, ouais. C'est-à-dire que de souffrir d'un problème mental. C'est-à-dire que donc, je suis vraiment, en fait, moi, parti sur cette lecture-là, en disant que il y a finalement qu'un seul personnage. Peut-être c'est osé ce que je suis en train de faire, mais qu'il y a un seul personnage. Et qu'en fait, il y a un seul personnage qui, sûrement, dans la réalité, manifeste un potentiel masculin ou féminin, parce qu'en fait, on ne sait plus finalement quelle est vraiment la frontière hein, entre ce qui pourrait être réalité et puis ce qui pourrait être dans l'imaginaire même du personnage. Donc, en tout cas, dans un des espaces, il réalise dans sa potentialité masculine, et dans l'autre espace, il réalise sa potentialité féminine. Et que, en fait, l'explosion de tout cela en deux personnages permet de se rendre compte simplement on va dire, comment dire ça, du spectre, en fait, de sa personnalité, finalement. Donc, en explosant ça, je ne sais pas si c'était vraiment l'intention que Samy Tchak avait derrière en travaillant sur ce roman, mais c'est l'impression, en fait, en tout cas, c'est la réflexion que j'ai eue, c'est le constat que j'ai eu. Je ne sais pas si vous avez fait le même constat en disant, mais Carlos, c'est une seule personne et que les deux personnages ne sont que l'expression de deux potentialités, ou alors ouais, en fait, de la matérialisation de deux potentialités, c'est-à-dire d'une sorte de pôle masculin comme ça et d'un pôle féminin. Voilà, donc je serais curieux de connaître ce que vous avez pensé à ce niveau-là. Donc là, bien entendu, c'est-à-dire qu'on est déjà au-delà. Donc Sade ne se lance pas du tout, hein, il ne va pas aussi loin que ça. C'est que là, on est vraiment très très loin. Là, voilà, on est déjà très très loin au niveau voilà, on dépasse vraiment la question du genre. Hein. C'est-à-dire qu'il y a finalement, il n'y a même plus de genre, mais il y a peut-être ce qu'on pourrait appeler l'être humain avec deux pôles. Hein, deux pôles comme cela, ou bien deux potentialités, je ne sais pas comment on peut appeler ça, deux potentialités qui l'agissent. Il y a une potentialité masculine, une potentialité féminine, et que une peut s'exprimer ou l'autre peut s'exprimer ou les deux même à la fois peuvent s'exprimer en considérant que c'est pour c'est-à-dire que si par exemple ce n'est qu'une seule potentialité qui s'exprime, c'est-à-dire que par exemple si quelqu'un n'est que homme dans le sens, on va dire, classique, ou dans le sens standard de ce que c'est que l'attente, par exemple, de ce qu'on peut avoir dans les comportements d'un homme, ce n'est pas quelqu'un de libre, en gros, si je veux résumer ça comme ça. Si une femme, par exemple, se comporte juste comme on attend à ce qu'une femme se comporte, elle n'est pas libre aussi. C'est-à-dire que la liberté, en fait, vient dès le moment où la femme, l'homme va prendre en compte l'autre, on va dire, pôle, l'autre potentialité que peut-être l'éducation ou bien voilà quoi, la société a comment dire, figé en elle. Et c'est dès le moment en fait où elle reprend ça en considération qu'elle peut l'exprimer, que la liberté, donc voilà, que elle commence à progressivement redevenir libre et que elle peut, voilà, elle peut, donc la personne se définir, se qualifier de libre. Voilà. Et comme cela donc pour avancer encore, c'est par exemple l'une des questions que j'ai trouvé aussi relativement intéressante, donc à faire le parallèle, hein, c'est-à-dire que bon, on est bien d'accord, hein. C'est-à-dire que le florilège quand même de comportement sexuel dans les 120 jours de Sodome, je pense que s'il avait voulu refaire la même chose, il aurait fait un tome, hein, voilà, il aurait fait donc ça mit à quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus volumineux. Mais il est quand même comme cela aussi intéressant juste d'observer puis de noter en fait donc le spectre hein, des comportements sexuels qui sont abordés dans la fête des masques, hein, le spectre des comportements sexuels. Et si peut-être, voilà, donc c'est bon. Donc le spectre. Donc il y a par exemple la question de l'inceste, par exemple. Donc la question de l'inceste qui est abordée. Donc l'inceste, par exemple, là, donc euh, ça met en exergue, donc c'est raconté, hein. On n'est pas dans les détails, mais c'est juste abordé par Alberta, donc c'est l'un des personnages qui sera tué par Carlos. Et la question de l'inceste donc est abordée dans le sens où elle dit que son père, qui avait
voilà, que son père abusait d'elle, en gros. Donc son père abusait d'elle et que c'est auprès d'elle qu'il se sentait redevenir homme. En gros. Donc il y a vraiment la question de l'inceste qui est abordée. Il y a la question de l'infidélité aussi qui est abordée donc, en termes de compétences sexuelles. Donc là, par exemple, le cadre, ben, il est clair. Hein. C'est-à-dire que l'infidélité, c'est le cadre. En fait, comment dire ça, c'est quelque chose de très normal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout d'anormalité dans l'infidélité là-dedans. C'est l'un des parallèles aussi avec ça, par exemple. C'est-à-dire que quand on prend, par exemple, la relation voilà, les personnes hautes placées par exemple, dans la société, ils ont tous des maîtresses et puis ainsi de suite. Il y a même une scène, par exemple, où la maîtresse du ministre, enfin, la Carla, hein, donc, qui est la maîtresse du ministre de la Culture, discutait, par exemple, avec la femme, dont l'épouse légitime du ministre de la Culture, lors de la fameuse fête de son excellence. Voilà, donc, l'infidélité est quelque chose de totalement normal, même si elle n'est pas forcément tolérée, mais elle est, enfin non, enfin, même si dans les cœurs, hein, on va dire, donc dans les cœurs, elle n'est pas forcément acceptée, elle est tolérée, voilà. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est un fonctionnement normal et c'est quelque chose qui est imposé par les hommes. C'est les hommes qui imposent et puis c'est comme ça. On assiste aussi encore à au même type d'infidélité qui se produit avec Raoul, donc le père de Carlos, par exemple, et quand euh, ne pouvant donc plus abuser comme il voilà quand on ne peut plus abuser de son épouse, en ne pouvant plus se défouler sur elle, ben il se met avec dans la Lemona, cette voisine là, il se met avec elle et où finalement donc sa femme devient sa maîtresse et elle accepte donc cette relation nouvelle relation qu'il a avec Lemona. Donc voilà. Donc l'infidélité apparaît là dans les deux contextes, hein, que ce soit chez le marquis de Sade ou bien chez Samicha, comme un comportement normal. Il n'y a rien du tout à... Hein, il n'y a personne qui s'offusque, par exemple, de l'infidélité. Donc c'est normal, c'est totalement accepté. Donc il y a ben, la pédophilie aussi. Hein, c'est qu'on retrouve, par exemple, la pédophilie dans les 120 jours de Sodome, avec toute cette aéropage d'enfants qui ont été kidnappés, que ce soit des garçons ou bien des filles, pour servir les besoins des frères lubriques. Et on a aussi le même type, on va dire le même type de choses qui se produisent. Hein. C'est-à-dire que on constate, que Carlos, en fait, et c'est là où voilà, donc Carlos, quand la fête, on veut dire au moment de la fête, dans cette fête finalement qui va le traumatiser, parce qu'elle va en fait lui, ouais, elle dit qu'elle va lui révéler vraiment son identité duale, quoi. Elle va lui révéler en fait que il est tout ça à la fois. Donc c'est pour ça que pour moi vraiment c'est une famille avec seulement Carlos. Que Carla ne peut être qu'un personnage imaginaire, mais qui va en fait potentialiser, tu vois, notamment quand on regarde même tout le désir, toute l'envie que Carlos ressent par rapport à ce que sa sœur est capable de faire. Il est jaloux d'elle, mais alors, voilà, donc on ne peut être jaloux finalement de quelque chose comme ça que si on veut l'être finalement. Donc que toute cette jalousie que Carlos a vis-à-vis de Carla, à mon avis, ne peut que potentialiser, voilà, que ça ne peut être que dû au fait que Carla potentialise quelque chose que lui, il porte en lui. Donc, que Carlos porte en lui. Et que la famille, en fait, de Carlos, c'est juste Raoul, sa mère, donc Virginia, et lui, Carlos. Donc, ce n'est qu'une famille à trois. Et Carla, c'est la potentialisation de son pôle, on va dire peut-être masculin, et puis quelque chose comme ça qui intervient. Et donc au niveau de la pédophilie, par exemple, donc Carlos, en fait, quand il va dans cette fameuse fête-là, hein, cette fameuse fête chez Son Excellence, le Suprême, ben, il doit être adolescent, hein, il doit être adolescent, quelque chose comme ça. Et dans lors de cette fameuse fête, qu'est-ce qui se passe? C'est que euh, il est aux prises avec Gustavo et puis ben, quand Gustavo il le retrouve donc Gustavo qui était bien dans le jeu hein, voilà donc qui était bien au courant que il s'était fait déguiser en femme et ainsi de suite mais quand même Gustavo va voir sa nudité il se sent attiré par ça hein, donc il s'est attiré au point où il va même encore revenir à plusieurs reprises et puis bon, on apprend par exemple que Gustavo a fait sa thèse sur Marguerite Yourcenar sur les mémoires d'Adrien par exemple donc qui relate une partie, hein, on va dire, de cette histoire d'amour qui existait entre Antinius et puis Adrien, voilà, donc, et qui vit aussi ça, c'est-à-dire qu'il vit aussi cette histoire à sa manière avec euh, Carlos, voilà, donc il y a, par exemple, même
à un moment, Carlos dit par exemple que ben, juste avant, parce que Gustavo, dans le capitaine Gustavo, ben, il va proposer des fiançailles à Carla, par exemple, voilà, donc Carla. Et juste avant, il avait promis à Carlos de l'amener dans le monde d'Oscar Wilde, hein, voilà, donc on peut très bien comprendre de quoi il s'agit ici, voilà. Donc, il y a aussi la pédophilie qui intervient. Il y a, par exemple, la scatophilie, non, non, la scatologie aussi qui intervient. C'est-à-dire que c'est une scène, en fait, qui est relativement hallucinante, hein. C'est-à-dire que tout au début du roman, donc, Carlos sort dans la rue et après avoir vu Antonio, on ne sait pas pourquoi, il tombe presque amoureux de lui. Donc il y a aussi quand même quelque chose du rapport pédophile comme ça qui s'installe aussi entre Carlos et puis Antonio. Donc il lui donne 100 dollars, on ne sait pas pourquoi. Et il y a donc subitement un chien qui sort et puis qui tourne là autour, puis qui fait une crotte. Et puis ben, Carlos s'agenouille. Et visiblement, il a envie de bouffer cette crotte, quoi, voilà. Donc, et c'est quand une dame qui passe tous que il se réveille, on va dire peut-être la conscience, hein, la conscience lui revient, hein, et puis il se rend compte que mais je suis en train de faire quelque chose, voilà, quand la morale revient, quoi, je suis en train de faire quelque chose, bien, le subconscient revient, voilà. Donc, l'inconscient s'était exprimé, il est allé vers cette crotte qu'il voulait peut-être bouffer, et puis, ben, à un moment, le subconscient le rattrape, et puis, mais oh, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, quoi? Au travers donc, de cette vieille dame qui passe. Donc il y a aussi comme ça la scatologie. On est encore là un degré, donc voilà, on va dire peut-être, parce que un degré supérieur encore, on va dire comme cela, dans ce qui est l'horreur, hein, le comportement sexuel, donc qui intervient avec la nécrophilie. Dans la nécrophilie, en fait, là, ben, c'est donc Carlos qui tue Alberta, voilà, donc parce qu'Alberta lui dit, ben, tu as un sexe tout petit, puis ça lui rappelle les brimades de son père. Donc son père qui lui rappelait que, ouais, ben, avec ton petit sexe et tout, tu seras toujours dominé par les femmes, tu pourras jamais rien faire à une femme, et puis ainsi de suite. Donc qui, on va dire, là, traumatisé, hein, totalement. Et donc, sur ce traumatisme-là, donc, il a eu une sorte de détestation, hein, voilà, de détestation des femmes. Et puis, ben, il se retrouve donc à tuer comme ça Alberta juste sur un motif pareil. Et ce qui est bizarre, c'est que justement, quand il a par exemple fait l'amour avec Alberta, il a eu du dégoût après avoir éjaculé, par exemple. Donc Alberta vivante, ils font l'amour, il est dégoûté. Et bizarrement, c'est quand il la voit morte que, par exemple, son érection est beaucoup plus intense et où même il prend plus de plaisir. Donc, il est satisfait parce que l'auteur, donc Sami Jack, utilise le terme de satisfait. Donc, après la relation, il est satisfait par cela. Voilà. Donc, là aussi, on a une scène comme ça de nécrophilie qui apparaît au niveau donc, du roman. Bon, et puis, il y a aussi la polygamie, hein, donc la même chose aussi, donc qui revient aussi chez Sade dans les 120 jours de Sodome et la polygamie dont on a déjà donc parlé avant comme quelque chose de relativement normal, c'est-à-dire qu'il n'y a personne en fait, donc polygamie et infidélité, hein, on peut dire c'est un peu les deux pôles comme cela, donc où personne ne retrouve rien à dire par rapport à cela. L'exemple en fait typique par exemple là de la polygamie c'est vraiment le cas de Raoul, hein, c'est le cas de Raoul en fait qui vit en ménage commun, donc le père de Carlos qui vit en ménage commun avec dans la Lemona et les filles de Lemona qui à chacune d'elles il a fait un enfant et puis ben qui sont nés, donc ces enfants qui sont nés à 2 mois d'intervalle, se ressemblant tous, et puis ainsi de suite, voilà. Donc, confirmation aussi donc comme cela chez Sami Tchak dans la fête des masques que le roman aussi, donc que le roman c'est le lieu, c'est le cadre où l'inconscient doit pouvoir s'exprimer, où l'inconscient est libre, il est dégagé de toute entrave, voilà. Et un aspect qui est en droite ligne aussi avec donc les 120 jours de Sodome. Voilà. Donc, comme ça, donc pour résumer, chers amis de l'Oasis, donc nous avons comme cela fait une lecture de la fête des masques de Sami Tchak. Donc, où nous avons choisi, donc comme ça, donc j'ai choisi comme ça délibérément de faire une lecture selon l'angle donc du marquis de, donc selon les 120 jours de Sodome,
du Marquis de Sade. C'est-à-dire en fait de regarder finalement toutes on va dire, tous les tenants qui ont pu être, voilà, toutes les grandes idées, les grandes thèses qui ont pu être posées dans les 120 jours de Sodome, et puis de faire une lecture de la fête des masques par rapport aux 120 jours de Sodome. Bon, ce que je peux juste dire en fait, c'est que bien sûr, le roman n'est pas un simple calque ou bien ne se cale pas simplement sur les 100 jours de Sodome. C'est-à-dire que il est traversé aussi par plein d'autres influences, hein. Notamment, on a parlé de la Yo el Supremo, donc moi le suprême par exemple, de je sais pas, Augusto Roa Bastos, je me souviens plus du nom. Il y a par exemple, donc, il les cite tous, hein, il les cite, donc c'est un florilège comme ça d'auteurs, de romans, de références. Béa Samichak, par exemple, qui parlait de la fameuse Limonade de Ken Saro-Wiwa, qui est aussi cité. Il y a André Gide, il y a Jean Genet, il y a Proust, il y a Reynaldo Arenas. Ouais, il y a plein de références. Ben, Marguerite Yourcenar aussi, qui est citée. Donc, il y a plein. Donc, le roman est vraiment traversé par plein de références. Mais à mon avis, le cadre, on va dire le cadre fondamental du roman n'est pas très éloigné des 120 jours de Sodome. Même si, bon, on peut pas regarder, quand on regarde par exemple la rencontre, hein, c'est-à-dire que la rencontre par exemple entre Carlos et puis Antonio, donc au début du roman, ça ne peut que faire penser donc qui est aussi cité à deux reprises par Samichak, donc ça peut faire penser à Thomas Mann, hein, Mort à Venise, par exemple, dans cette rencontre, hein, la vision, quand il voit ce petit adolescent-là et tout, il devient mais dingue et puis fou amoureux de lui. Voilà, c'est la même chose un peu, c'est vraiment du même type. Il y a une sorte d'éblouissement comme ça de la rencontre, comme, voilà, comme si une sorte d'idéal venait de se manifester, ce qui explique aussi pourquoi ben, il a donné, par exemple, de l'argent au petit garçon. Voilà, donc bien sûr, le roman, donc, comme je disais avant, donc, il est traversé comme ça donc, par d'autres références qui, certaines même peut-être que j'ignore totalement, qui sont beaucoup plus subtiles ou bien qui n'ont même pas du tout été évoquées de manière très très explicite. Mais le cadre, on va dire, à mon avis, le cadre fondamental, il est vraiment celui des 120 jours de Sodome. Il est vraiment donc celui des 120 jours de Sodome, donc notamment au niveau du comportement de la classe dirigeante, donc qui établit très bien que une classe dirigeante, en fait, ne dirige pas seulement parce que elle a, on va dire, la possibilité de faire les lois. Mais une classe dirigeante, elle dirige aussi parce qu'elle a la possibilité de contrôler les corps, d'user et d'abuser des corps. Et que le vrai pouvoir, en réalité, il est celui-là. C'est que le vrai pouvoir, en fait, c'est d'utiliser les corps et d'abuser des corps. Donc, ce qui fait que, par exemple, la question, voilà, peut-être juste pour un peu faire une sorte d'entrée hein, dans ce qu'on peut appeler comme l'actualité, par exemple, et la question du voile peut être lue dans ce sens aussi. C'est-à-dire que, par exemple, si on peut pas lire la question du voile dans le sens d'user, abuser des corps, ben voilà, ça établit un rapport de pouvoir. Hein. Donc, on peut vraiment lire un rapport de pouvoir à travers ce vêtement-là, par exemple. L'autre aspect qui est aussi très intéressant, donc qui rapproche vraiment la fête des Moses donc de Samichak avec les 100 jours de Sodome, c'est l'ascension sociale. C'est-à-dire que c'est en fait comment est-ce que les individus finalement, puisqu'on a bien compris, hein, toute la compétition, c'est d'être libre. Et en fait, pour être libre, il faut passer à une classe sociale supérieure. Parce qu'on ne peut pas être libre étant dans une classe sociale inférieure. Donc, pour passer d'une classe sociale supérieure, donc ce qu'on peut appeler l'ascension sociale, l'ascension sociale, elle se fait par une économie noire. C'est-à-dire que les voies normales ne sont pas possibles. Il n'y a pas de voie possible, en fait, de voie normale possible pour réaliser une ascension sociale. Hein. C'est-à-dire que l'ascension sociale ne peut se réaliser que par des voies obscures, par des voies sombres, par une économie noire, hein, quelque chose comme ça, une sorte de une économie noire, marché noir. Donc quelque chose qui se rapproche vraiment avec les profondeurs cachées des individus. Hein. C'est à ce niveau-là que ça se joue. L'autre aspect aussi qui est relativement, à mon avis, fondamental, c'est la question de la moralité.
réalité la question de l'opinion. C'est-à-dire que l'opinion et la moralité des individus dépendent de leur place dans, on va dire, le système social. C'est-à-dire que plus les individus sont... c'est-à-dire qu'un individu qui est élevé à un rang, disons, supérieur de dominant, va adopter des comportements supérieurs de dominant. Un individu qui est dans un rang inférieur de dominé va adopter des comportements de dominé, des comportements de soumission, et puis ainsi de suite. Et que finalement, rien ne... l'éducation n'a aucune importance dans l'opinion ou bien dans la moralité des individus. C'est juste la place qu'ils occupent dans la société qui détermine tout cela. Donc là aussi, un autre aspect très intéressant. L'autre aspect aussi, c'est vraiment la question du roman. C'est-à-dire que c'est vraiment une question de la définition même du roman. C'est-à-dire que doit être en fait le roman. Par exemple, il y a eu un peu cette vision, par exemple, on va dire peut-être un peu classique comme ça, hein, qui va, par exemple, vouloir en fait faire du roman le lieu où la justice est possible, par exemple. C'est que la justice est finalement possible. C'est-à-dire que le monde réel, la justice n'est pas possible, mais dans le roman, la justice sera possible. C'est-à-dire qu'on pourra régler les choses dans le sens attendu, ce qui n'arrive pas forcément à l'extérieur. Alors que là, clairement, non, c'est pas du tout dans ce genre de piste en fait que le roman doit s'orienter. C'est que le roman doit être le lieu où les fantasmes des individus vont se réaliser simplement. Et le roman doit montrer cela. C'est-à-dire que le roman doit montrer en fait comment est-ce que finalement l'inconscient dirige les gens. C'est-à-dire que comment est-ce que nous sommes agis par notre inconscient et comment est-ce que notre inconscient détermine finalement tout ce que nous faisons. Ce qui fait qu'au final, la question même de la conscience des individus se pose. C'est-à-dire que est-ce que finalement les individus en agissant sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce qu'ils ne sont pas juste traversés par des forces, c'est-à-dire des forces peut-être du destin, de la destinée, des forces incontrôlables? Est-ce qu'ils ne sont pas juste traversés par des forces qui les dépassent, qui les poussent à agir, qui les poussent à penser ce qu'ils pensent et au final, ils se retrouvent être manipulés, hein, on va dire des marionnettes de leur inconscient, par exemple. C'est-à-dire que c'est quand même aussi des idées qui sont comme ça là, très fortes quelque part. Et par ailleurs aussi, donc il y a souvent cette idée de la liberté là, c'est-à-dire que finalement de définir en fait la liberté comme la satisfaction des fantasmes. C'est-à-dire que la liberté, en fait, ne peut intervenir dès le moment où on assume donc son inconscient, on assume ses fantasmes et où on va vers voilà, où on va vers la réalisation progressive, graduelle de ces fantasmes. Donc c'est vraiment un cadre aussi comme cela qui est fixé et où finalement les personnes en fait qui vont être libres, ce seront celles qui vont accepter finalement une sorte, voilà, qui vont accepter et puis réaliser leur inconscient. Et donc l'aspect par exemple donc où finalement Samy Tchak, on va dire, va au-delà. Bon, parce que aussi, je pense que le marquis de Sade, à son époque, il n'aurait vraiment pas pu aborder la question déjà de cette manière, même si chez lui, c'est déjà aussi brouillé. C'est-à-dire que les individus ne sont pas forcément hommes, ne sont pas forcément voilà, hommes, dans le sens où on s'attend à ce qu'un homme se comporte dans sa sexualité, puisqu'on dit très bien qu'en fait, ici, la sexualité, c'est vraiment le révélateur, hein, c'est l'inconscient qui parle. Donc, d'observer la sexualité de quelqu'un, en fait, on comprend son inconscient. Et que quand on comprend son inconscient, on comprend qui il est. Donc, on connaît qui il est. Parce que là, il n'y a plus de mensonge possible quand c'est l'inconscient qui est observé. Et donc là, finalement, là où il dépasse, on va dire un peu, où il dépasse, il transcende un peu donc le marquis de Sade, c'est avec, on va dire, c'est comme une sorte de schizophrénie quelque part. C'est cette schizophrénie de Carlos, où en fait, il a finalement une explosion de sa personnalité en deux. C'est-à-dire qu'avec le pôle masculin, mais incarné dans un corps féminin, qui se réalise donc par cette fameuse Carla, et puis ben, le pôle féminin qui est incarné donc, dans ce corps masculin qu'il a.
Voilà. Donc, qui est vraiment un jeu qui est très intéressant, parce que qui est un jeu très très intéressant, qui est très subtil, qui est très intéressant à analyser. Donc, c'est une sorte de grande schizophrénie, en fait, comme cela, on va dire, hein. Si on veut peut-être commencer à résumer, donc c'est une sorte de grande schizophrénie, comme ça, à quoi, en fait, on a assisté avec ce personnage de Carlos. Voilà. Donc, c'est un peu cette schizophrénie qui, finalement, va l'amener à ce meurtre, hein, à être, à accepter, non, voilà, donc, qui va l'amener à ce meurtre, à tuer Alberta, donc à cause des réminiscences, donc des brimades enfantines, à cause aussi de son incapacité finalement à assumer totalement donc cette identité duale qu'il a en lui, parce que je pense aussi qu'au-delà même juste des brimades du père, il y a aussi son incapacité à assumer, donc c'est un peu l'échec véritablement, hein. C'est-à-dire que la, la fête peut apparaître là comme la scène d'un rêve finalement. C'est-à-dire que cette fête peut être lue comme la scène d'un rêve, la scène d'un rêve où il a eu la possibilité de pouvoir accomplir, de pouvoir réaliser, comment dire ça, l'intégralité, ouais, en fait, non, disons le pôle féminin qui était juste exprimé en lui de manière, on va dire, très préliminaire comme cela, très basique. Donc, c'est la scène, on peut dire, voilà, dans la scène du rêve où il aurait pu exprimer cela, mais où au final, il n'a pas pu l'exprimer. Et à mon avis, donc, le meurtre finalement d'Alberta voudrait dire quoi en fait pour Carlos? Le meurtre d'Alberta voudrait dire que n'ayant pas pu finalement être lui-même, donc n'ayant pas pu réconcilier en fait ces deux pendants là, ces deux aspects de sa personnalité, donc n'ayant pas pu régler finalement cette schizophrénie, n'ayant pas pu dépasser ça, donc la question donc du genre, il en arrive donc à ce meurtre, à tuer Carla. Et ayant tué Carla, c'est un peu comme si là, il se réveille finalement de son rêve éveillé parce que le sens moral revient. C'est-à-dire qu'il tue, le sens moral est totalement éteint et après avoir tué, le sens moral revient. Il comprend ce qu'il a fait, il reconnaît même une certaine faute, puisqu'il va même supplier, il va demander à Antonio, mais pardonne-moi, je suis désolé, excuse-moi. Et il va, en reconnaissant cette faute finalement, accepter au final, même si la volonté de mourir était quand même compliquée à ce niveau, parce qu'il n'a pas voulu lui-même s'infliger la mort, mais par la suite, il a laissé que ce soit Antonio, donc qui, par vengeance, lui inflige cette mort. Donc, n'ayant pas pu réaliser donc ce pôle, voilà, donc n'ayant pas pu réconcilier, hein, comme on disait, ces deux tensions qu'il a avec lui, il tue euh, la Alberta, donc comme le signe que donc d'une sorte de schizophrénie comme cela, hein, qui n'est pas réglée, qui n'est pas résolue. Et le sens moral revenant, il accepte donc que Antonio le tue finalement. Donc au final, la morale a été évacuée, hein, on va dire, hein. C'est que la morale a été évacuée totalement donc dans l'histoire, mais elle revient quand même. Mais une morale quand même qui est relativement surprenante, c'est-à-dire que c'est une morale par exemple qui reconnaît la faute, c'est-à-dire que qu'elle est quand même quelqu'un qui dit je reconnais ma faute, je reconnais ce que j'ai fait, je reconnais les souffrances que j'ai pu t'infliger et que en vertu de tout cela, voilà. Il y a même par exemple la morale même de la réparation, par exemple de dire ben oui, ben je vais te donner ma carte de mes cartes, bon et puis même mon argent, j'ai beaucoup d'argent, puis ainsi de suite, ainsi de suite. Donc je pourrais te donner tout ça et puis tu vas pouvoir faire quelque chose avec. Voilà, donc il y a tout cela qui se produit. Et pour peut-être encore euh, marquer cette délimitation-là, hein, parce que pour moi, par exemple, la délimitation, moi, je l'ai mise dans l'espace du rêve. C'est-à-dire qu'en disant, en fait, qu'il y a vraiment dans le roman, donc, l'espace du réel qui se produit. Donc, c'est-à-dire que l'espace du réel, en fait, qui est Carlos, Alberta, Antonio, donc ce qui se produit entre ces trois-là, qui est vraiment l'espace du réel. Et puis maintenant, il y a l'espace du rêve, en fait, qui est donc la fête, et puis ainsi de suite. Ce qu'on peut-être noter, et puis qui va peut-être renforcer cette idée. C'est-à-dire que ça, c'est du rêve, ça, c'est de la fantasmagorie. Donc, peut-être l'auteur, donc peut-être Samitia pourrait nous éclaircir aussi là-dessus, et éventuellement. C'est par exemple cette délimitation. C'est en fait que Carlos n'est pas du pays, en fait.
peut-être que j'aurais même peut-être dû commencer par là dès le début, mais c'est que Carlos n'est pas du tout du pays. C'est-à-dire que Carlos, en fait, il vivait dans un hôtel, donc il arrivait dans un hôtel, il avait encore ses bagages, puis ainsi de suite. Et il n'est pas du pays. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est la fête et puis ainsi de suite, ça a trait à quelque chose qui se passe ailleurs. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout du pays. Par exemple, à un moment même, il va faire cette observation au niveau des mœurs, par exemple, du pays. Donc, il dit par exemple que ben, les mœurs des gens du pays, c'est que quand on tue quelqu'un, ben, on doit tuer celui qui a tué, et puis ainsi de suite. Donc, c'est pas quelqu'un du pays, c'est un exilé. On sait qu'il est en voyage là, on ne sait pas exactement d'où il vient, mais on sait qu'il est en voyage là. Donc on peut éventuellement, voilà quoi, donc sans, comment dire ça, ses origines elles-mêmes sont relativement troubles, hein. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas relativement bien précis là-dedans. Et donc c'est en fait cela, c'est-à-dire que le fait qu'il se retrouve en fait étranger là, vivant dans un hôtel, et puis ainsi de suite. Donc, il rencontre Carla, il venait d'arriver, il va peut-être se balader à la plage, et puis ainsi de suite. Non, non, il rencontre Alberta, venant d'arriver, il se balade à la plage, puis il tombe sur elle, et puis ben, il sympathise, puis elle l'invite, et puis ainsi de suite. Donc, euh, à mon avis, donc, le fait que Carlos soit un étranger dans cette ville, hein, on va dire, là où vit Alberta et puis Antonio, euh, ouvre, comme ça, à mon avis, ouvre donc cette possibilité-là que la fête, Carla et puis tout le reste puissent témoigner du rêve. Ouais, c'est-à-dire que ça puisse vraiment témoigner du rêve. C'est-à-dire que c'est un peu comme s'il y avait deux choses. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une sorte de monde neuf comme ça, presque neutre, donc où Carlos se retrouve avec Antonio et puis Alberta, donc dans ce pays-là dont on ne sait pas exactement lequel c'est, et il y a toute une sorte d'antériorité, des choses qui se sont produites ou ne se sont pas produites, ou bien sont juste le reflet d'une fantasmagorie, ou bien d'un rêve de Carlos lui-même, mais qui simplement vont éclairer la face, comment dire ça, la face visible, quoi, hein, la face lumineuse qui est relatée dans les événements qui se produisent avec Alberta et puis Antonio. Donc il y a vraiment ces deux aspects-là aussi. Donc où vraiment, vous voyez, c'est-à-dire qu'on aboutit vraiment à la question finalement de tout brouiller, la question de mélanger les genres, la question, ouais, c'est vraiment bien traité là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment même ce découpage là, même comme ça au niveau de l'histoire. Donc où, en fait, il se retrouve, disons, dans la ville où il y a Antonio et puis Alberta. Et puis il y a toute une autre vie comme cela qui en fait, elle, est peut-être juste une vie fantasmée ou bien qui est juste une vie, disons, peut-être de l'allégorie ou bien du rêve. Mais en fait, c'est ce côté obscur, là, dans le côté de l'inconscient, finalement, qui va éclairer le côté du conscient dans ses rapports avec Antonio et puis avec Alberta. Donc, tous ces aspects encore qui fonctionnent comme cela. Homme, femme, un homme qui a une voix de femme, une femme qui a un comportement d'homme, comportement dominateur d'un homme, un homme qui a en vue une femme qui a un comportement dominateur d'homme, ouais, un monde de l'inconscient qui influence ou alors qui explique, qui illumine finalement tout le monde du conscient. Donc les deux aspects, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression, pas l'impression, on a le sentiment fort, hein, comme ça que voilà, que Samy Chak s'est vraiment amusé donc à mettre et à jouer des contradictions, à jouer des oppositions et puis ainsi de suite. Voilà. Donc comme cela, chers amis de l'Oasis, nous sommes arrivé au terme donc de ce qu'on a appelé cet exorcisme littéraire. Je pense que vous avez dû apprécier un peu cette séance-là où on a essayé de faire une lecture, où on a fait, même pas essayé, on a fait une lecture de La Fête des Masques de Samy Chak sous on va dire, sous le projecteur, hein, sous le projecteur des 120 jours de Sodome de Sade. Et où, en fait, on est arrivé au constat que, fondamentalement, la vision du monde, si on peut le dire ainsi, la vision du monde qui traverse
la fête des masques de Samy Tchak est une vision du monde qui se concilie facilement, qui se concilie aisément avec celle du marquis de Sade dans les 120 jours de Sodome. Je vous remercie beaucoup, chers amis de l'Oasis, d'avoir participé à cette lecture et je vous dis qu'il y a encore le feu qui est là. Vous pouvez toujours braiser 2-3 petits soya. Vous pouvez aussi boire le vin de palme qui est là-bas près du fleuve, près de la source et puis qui est bien frais. Et je vous invite donc d'ores et déjà pour le prochain rendez-vous où on va faire où on va décortiquer l'Isaoré de Théo Ananiso. Je vous remercie beaucoup, chers amis, d'avoir participé à l'émission et je vous dis à la prochaine. Bonne soirée, bon week-end. Ciao, ciao. Au revoir. Merci.